Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, article 1, une association qui donne tout son sens au mot mentorat. On en parle avec son fondateur dans quelques instants. Smart et Réglo, chaque semaine, un avocat nous éclaire sur un point de droit et on parlera aujourd'hui avec Étienne Pujol des heures supplémentaires. Ils sont source de conflits. Il va tout nous expliquer dans Smart et Réglo. Le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Philippe Zilberzan, professeur à l'EM Lyon Business School, auteur de ce livre. Il vient de sortir, Bienvenue en incertitude. Comment prendre une décision? Comment faire pour prendre la bonne décision? On va en parler avec lui. Évidemment, c'est un sujet éminemment important pour les managers et les décideurs. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson, fondateur du cabinet BI et cofondateur du cabinet Chasseur de Job. La réforme de l'assurance chômage, des effets déjà constatés chez les cadres. Il nous racontera bien, le cœur de cette réforme. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et aujourd'hui on parle du mentorat. On en parle beaucoup ici sur le plateau de Smart Job et on va en parler avec Benjamin Blavier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondateur et coprésident d'Article 1 qui n'est pas une entreprise mais qui est une association. 130 collaborateurs et des centaines de bénévoles. Des milliers même de bénévoles. Les bénévoles, c'est les mentors bénévoles, oui, tout à fait. C'est les mentors, les bénévoles? Des mentors qui interviennent pour accompagner des jeunes depuis le temps de l'orientation jusqu'à l'accès à l'emploi, en passant par la réussite dans les études. Alors vous qui regardez régulièrement notre émission, je pose toujours cette question à nos invités dans Bien dans son job. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé du privé, c'est-à-dire des ressources humaines d'entreprises privées, de la télécommunication notamment, sans citer de marque, à l'association et au mentorat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la continuité de ce que je faisais avant. Effectivement, je viens du privé, j'étais dans les ressources humaines et donc je m'intéressais au talent, au potentiel, à la détection des compétences. Et puis le constat, c'était que moi, je recrutais beaucoup de managers, d'ingénieurs dans l'entreprise où j'étais. Et quand je regardais à la sortie des écoles, mon constat, c'était qu'il n'y avait pas énormément de diversité. En tout cas, que ça ne ressemblait pas à ce que je pouvais voir dans la rue. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai chantier pour faire en sorte que des jeunes issus de milieux défavorisés puissent aller vers les diplômes qui m'intéressent. Et ça a commencé comme ça, en disant, puisque l'école n'y arrive pas, que peut-on faire avec des mentors pour essayer d'accompagner ces jeunes dans leur parcours? Donc, d'où article 1, première étape 2005, mise en structuration, c'est 2018. Oui, c'est ça. Oui, les choses ont évolué. C'est une fusion d'associations et en 2018, on a lancé article 1. Article 1, c'est quoi sa mission? C'est véritablement d'institutionnaliser le mentorat? C'est au-delà de ça. Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes les plus défavorisés de 16 à 25 ans dans la réussite de leur parcours. Donc, depuis la fin du lycée jusqu'à la réussite dans les études et jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement leur voie. Le constat, c'est de dire que quand vous venez d'un milieu défavorisé, par exemple au niveau du bac, à résultat équivalent, si vous êtes de milieu défavorisé, vous allez 2 fois moins dans les études supérieures longues que si vous êtes issu d'un milieu favorisé. Donc on choisit quoi, le BTS, l'IUT, des carrières courtes? Voilà, ce qui est à proximité, vous avez des barrières mentales, vous avez de l'autocensure, il y a aussi des manques de moyens financiers, mais en gros, vous allez vers ce qui est peut-être le plus à proximité, donc vous êtes un peu limité par votre environnement. Et notre idée, c'est de dire, non, là, à travail égal, à talent égal, il se passe quelque chose d'inacceptable dans notre pays, donc il faut aller les chercher. Donc l'idée, c'est de permettre à une catégorie de notre jeunesse de pouvoir accéder là où ils doivent aller, en fait, en fonction de leur qualité, de leurs résultats. Exactement. Alors ça peut être futur patron d'une entreprise du CAC 40, mais ça peut être aussi meilleur boulanger de France. Ouais. Mais il faut juste leur présenter leurs opportunités pour qu'ils puissent les choisir. Juste avant qu'on parle du sondage Ipsos, parce qu'il y a quand même une perception qui est parfois un peu fragile autour du mentorat. On en entend beaucoup parler, mais c'est pas si simple. Ça consiste en quoi très concrètement quand vous dites j'accompagne? C'est-à-dire que vous allez à la source, vous allez voir les lycées, vous allez rencontrer les promos. Comment vous faites concrètement? Très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les jeunes, on les identifie, on leur demande de quoi ils ont besoin. Et ils ont tous besoin de quelque chose à un moment donné. Ça peut être au lycée, j'ai besoin de choisir mon orientation, mes parents ne peuvent pas m'aider. C'est en ce moment là, bientôt. Par exemple, ça peut être quand on rentre dans le sup, je sais pas, en classe prépa, je ne sais pas comment m'organiser. Ou alors je viens de la campagne, j'arrive dans une ville que je ne connais pas, je suis un peu perdu. Ça peut être, j'ai besoin de me confronter à un oral, mes parents ne peuvent pas m'aider, je dois parler anglais, je veux découvrir un métier, j'ai pas de réseau, etc. Toutes les questions qu'ils se posent et tous les besoins qui sont liés à leur environnement scolaire. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est dans les jeunes issus de milieux défavorisés qui réussissent
réussissent leurs études. À chaque fois qu'on les interroge en leur demandant mais qu'est-ce qui fait que vous avez pu alors que d'autres n'ont pas pu, ils vous racontent tous cette histoire de rencontre. Alors ça pouvait être un prof, ça peut être un pro, ça peut être quelqu'un de la famille un peu éloigné qui a un peu plus de repères, qui connaît un peu plus les codes, mais il y a systématiquement ces histoires de rencontres avec des gens qui vous accordent du temps, qui vous accordent de la bienveillance, qui forcément s'en rendent pas toujours compte d'ailleurs. En fait, on fait du mentorat sans le savoir parfois. On fait souvent du mentorat sans le savoir en fait. Ouais, on tombe sur un prof qui est un peu plus bienveillant, plus à l'écoute, c'est ça, qui vous dit mais tu peux le faire, parce que ça part de là souvent, exactement. Tu es capable de le faire. Et un pro a beaucoup de choses à apporter sans forcément s'en rendre compte, parce qu'à un moment il a été recruté, il a passé des entretiens, il connaît le monde de l'entreprise, il sait ce qu'est la réalité des métiers. Rien que ça, c'est suffisant. Il faut imaginer qu'on est face à des jeunes. Ceux qu'on choisit sont parmi les plus défavorisés, boursiers dans les échelons les plus élevés. Leurs parents n'ont pas des jobs dans les entreprises où ils sont capables de leur décrypter tout ça. Donc effectivement, il y a de l'information immédiate à apporter et une aide tout de suite très concrète. Oui, c'est ça, leur apporter les peintures de guerre et les codes. Et oui. Bah oui, c'est ça qui est important. C'est ça. Et la confiance. Et la confiance. Leur dire tu peux le faire. Bien sûr. À l'autre bout de la chaîne, il faut quand même des mentors, c'est-à-dire des maîtres ou des personnes qui accompagnent. Là aussi, c'est votre boulot. C'est notre boulot et le terme est un peu impressionnant. Hein, quand on parle de mentorat, je crois que c'est une des limites. C'est que pendant longtemps, on s'est dit, mais ça rigole pas. Est-ce que je peux le faire? Combien de temps ça va me prendre? Et nous, on a envie de dédramatiser ça. Donc, on a lancé une plateforme avec le plan Un jeune, un mentor qui s'appelle demain.org avec un 1 à la place du i, où vous pouvez devenir mentor à partir de 3 heures par mois pendant 6 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous demande ce que vous avez fait, c'est léger, ce que vous êtes capable d'apporter. Je peux faire passer un entretien, je peux aider à trouver un job, je peux faire découvrir mon métier, je peux apprendre l'anglais. Et nous, on va vous connecter avec des jeunes qui ont en face exprimé ce besoin. Voilà, on fait le lien et donc vous êtes immédiatement utile sur quelque chose de très concret. Et puis après, notre idée, c'est de dire, une fois que vous êtes connecté sur un truc très concret et que la confiance s'installe, sans doute que la relation pourra perdurer, vous allez devenir un mentor sans forcément vous en rendre compte. Il y a un détail pratique sur le mentor, je parle du côté mentor, c'est qu'il faut quand même le suivre un peu lui aussi, parce qu'il peut aussi abandonner, il faut quand même, bien sûr, il faut lui donner envie, il faut un peu l'accompagner ce mentor. Bien sûr, donc on a des outils nous de formation en ligne pour avoir quelques outils sur la posture du mentor, c'est pas très compliqué, et c'est des contenus assez courts et assez didactiques et où vous pouvez vous renseigner pour savoir comment vous mettre en situation d'écoute vis-à-vis d'un jeune, comment ne pas arriver en tant que gendarme, parent, prof supplémentaire, évidemment ça va pas bien se passer. Oui, c'est plus grand frère que pour c'est plutôt ça, c'est écoute bienveillante, c'est un peu à distance, c'est laisser le jeune s'exprimer, lui apprendre à dire un peu quels sont ses besoins et l'orienter, voilà, mais on n'est pas là pour avoir toutes les réponses non plus. Il faut vraiment avoir en tête ça, cette posture de mentor, c'est un accompagnant bénévole, un peu à distance, c'est de la bienveillance, c'est du conseil, c'est de l'écoute et c'est souvent de ça dont on a besoin. Alors Benjamin, il y a encore un petit peu de chemin parce que vous faites un énorme effort évidemment pour connecter, accompagner ces jeunes et trouver des mentors, mais quand on regarde ce sondage Ipsos, on voit qu'il y a quand même un écart. Il y a évidemment une appétence pour 51% des actifs quand on leur parle de mentorat, c'est-à-dire en un mot, tout le monde dit c'est formidable. Et puis, on a ce chiffre, 12% des actifs se disent prêts vraiment de manière certaine à devenir mentor, c'est-à-dire concrètement à le faire. Comment vous expliquez l'écart? C'est-à-dire il y a un peu le gap entre l'emploi du temps, entre son désir et puis ses réalités, c'est quoi? Justement, je pense que je l'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est la crainte en termes de temps. Voilà, est-ce que ça va me prendre du temps? Parce que mentorat, on associe ça à des postures d'accompagnement de longue durée. Alors nous, on en fait aussi, on fait du mentorat qui peut durer jusqu'à 5 ans, mais ça démarre par 6 mois. Donc voilà, on peut se lancer pour 6 mois, tenter l'expérience. Le deuxième frein, c'est aussi un frein financier. C'est-à-dire que c'était jusqu'à présent payant. Comme le mentorat était en France plutôt lancé à l'initiative des entreprises qui ont financé ces dispositifs. L'État s'est rendu compte ensuite qu'il y avait un intérêt et a lancé le plan mentorat, mais jusqu'à présent, c'était les entreprises qui finançaient. Là, c'est aujourd'hui gratuit, en tout cas sur notre plateforme, donc n'importe qui peut se lancer, on n'a plus ce frein. Puis le troisième frein, c'est le frein des compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Il y en a un quart qui dit, je ne suis pas compétent pour le faire. Voilà, alors que n'importe qui peut être aidant. Vous pouvez, si vous êtes 4 sup, aider un jeune en prépa à avoir la bonne méthode pour s'organiser et pas se planter. Vous pouvez, si vous êtes cheminot, aider un jeune qui est en BTS et qui s'intéresse au métier des transports. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez aider un jeune en bac pro qui cherche un stage à trouver un stage dans son domaine si c'est votre métier. Donc que vous soyez artisan, que vous soyez indépendant, que vous soyez salarié, fonctionnaire, vous avez tous quelque chose à apporter. Oui, justement, c'était un peu le message que peut-être que vous pouvez faire passer sur l'émission et sur la chaîne. C'est qu'est-ce que vous diriez à ceux qui après tout, on a envie mais n'osent pas? Il y a quand même un rapport à la générosité dans tout ça. Bien sûr. On a eu les années 80, les années fric, comme on les a appelées, où on fonçait, on était seul sur la route dans une belle voiture. Là, j'ai l'impression qu'avec le mentorat, il y a un peu l'idée de rendre ce qu'on a reçu.
Alors moi je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Moi, on peut avoir une belle voiture et rouler très vite. Avoir envie d'être utile. C'est ça. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On a eu énormément d'appels pendant les périodes de confinement de la part de salariés nous disant mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Là j'ai du temps. J'ai du temps, j'ai envie d'accompagner. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc voilà, moi je crois qu'il faut effectivement se lancer parce que, alors deux choses. Premièrement, je crois que notre pays en a besoin. On est dans un moment où il y a une petite musique qui circule, là, disant que tout va bien, c'est la reprise, etc. Mais quand on interroge les jeunes sur leur avenir, c'est quand même pas rose. Beaucoup sont dans l'incertitude, beaucoup sont dans l'inquiétude. Il ne faut pas se voiler la face. C'est quand même, voilà. Et puis avec des dissensions, si vous allez naître sur un territoire défavorisé, si vous êtes issu de l'immigration, si vous êtes sur un bassin désindustrialisé, c'est très différent de votre avenir, il est compliqué. Et le deuxième point, c'est vous allez apprendre beaucoup de choses en tant que mentor. Ça, c'est aussi un retour que l'on prend et beaucoup nous disent que la relation, elle est extraordinaire parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la posture managériale, sur la découverte de l'autre et de son environnement avec des choses que des fois on a du mal à imaginer, des réalités qui ne sont pas forcément faciles à saisir. On a des retours de mentors qui nous disent finalement, j'ai beaucoup plus appris que ce que j'ai pu donner. Avant de nous quitter, vous avez un tableau de bord, parce que là vous commencez à avoir un petit peu de recul, voire même du recul, sur les résultats de ce mentorat. Est-ce qu'on peut le quantifier, c'est-à-dire sur l'accession à un emploi Bien sûr. Quels sont vos chiffres ? Ça, c'est important de... Je vais vous donner 2 chiffres sur le mentorat tel qu'on le fait depuis longtemps. Je sais par exemple que les jeunes que l'on accompagne en première année d'études supérieures, on augmente de 40% leur probabilité d'accéder en deuxième année d'études supérieures. C'est pas anodin pour quelques heures passées par mois de voir ce genre de résultats. Quand on voit le taux d'échec en première année. Exactement. Et un autre chiffre... à Bac plus 5, les jeunes qui ont été accompagnés par article 1 ont 18% de chances en plus au bout de 6 mois d'accéder à un job, à promo équivalente. Ça veut dire que non seulement ils viennent de milieux défavorisés, mais on surmonte les phénomènes de discrimination, de manque de réseau, et ces jeunes trouvent un job qui en plus correspond plus que la moyenne à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Voilà, donc ça, c'est des chiffres très concrets. Mais il y a aussi des petites victoires. Aider à trouver un stage, aider à préparer un entretien, c'est aussi une petite victoire. Ça peut être acquis en quelques semaines et ça peut être très précieux dans le parcours d'un jeune. Essentiel même parfois, parce que c'est ce qui ouvre la porte. Exactement. Et ce qui fera que la personne deviendra ce qu'elle est 20 ans plus tard. Tout à fait. Merci Benjamin Blavier d'être venu nous éclairer. Allez donc jeter un œil sur le site article 1. Et demain.org. Et demain.org, parce qu'il y a peut-être d'un côté étudiant, lycéen, l'occasion de vous faire accompagner. Puis vous qui êtes cadre, décideur, prenez un peu de temps pour mentorer. C'est toujours important. Ça grandit tout ça. Merci Benjamin Blavier. Merci à vous. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, un point de droit. Le droit, évidemment, c'est toutes les semaines. Avec Étienne Pujol, on va parler d'un sujet. Alors là, on est un petit peu loin du mentorat. Les heures supplémentaires, elles sont souvent source de conflits dans l'entreprise. Oui, on ne calcule pas toujours le même nombre d'heures supplémentaires. On accueille Étienne Pujol. Smart et Réglo avec Étienne Pujol, avocat. Comment allez-vous, Étienne ? Bonjour Arnaud, très bien. Et vous ? Moi, ça va très très bien. Avocat au cabinet Berilo. On va parler des heures supplémentaires et des heures. Alors, c'est très important parce qu'il y a les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Et souvent, il y a une confusion qui est faite dans les revendications des salariés, etc. Donc, les heures supplémentaires, quand on parle d'heures supplémentaires, on parle de quelqu'un qui est à temps plein, c'est-à-dire qui est aux 35 heures. Quand on parle d'heures complémentaires, on parle de quelqu'un qui est à temps partiel, c'est-à-dire qui fait moins que 35 heures. Et donc, les heures qu'il va réaliser au-delà de l'heure contractuellement prévue, donc prévues dans son contrat de travail, s'appellent les heures complémentaires et non pas les heures supplémentaires. C'est très important. Et elles sont différentes parce que pas le même tarif. Pas le même tarif, pas la même réglementation et pas les mêmes limitations non plus. Alors, la loi Aubry, Aubry 1 et Aubry 2 ont fixé le nombre d'heures hebdomadaires à 35 heures. Oui. On est bien d'accord, ça c'est la base. Exactement. Pour tout le monde. Donc on est bien d'accord, et là ça va se compliquer, que les heures supplémentaires, c'est à partir de 35 heures. Voilà, à partir de la 35e heure. D'où source de conflit. D'où source de conflit parce que y a plusieurs choses en fait. Et c'est un peu, on pourrait passer toute une saison sur Bismart à parler de la durée du travail. Avec plaisir. Je peux prendre un abonnement si vous voulez. Vous avez votre abonnement. C'est extrêmement complexe. En fait, les heures supplémentaires sont celles qui sont faites au-delà de 35 heures. Toute la question consiste à savoir, dans la durée du travail, qui est donc calculée sur la semaine, alors que le salaire est mensualisé, exact. La durée du travail, elle est calculée à la semaine. Et donc, on étalonne la durée du travail, d'abord par jour, ensuite par semaine, et ensuite sur le mois. Et on va constater quelles sont les heures supplémentaires qui ont été réalisées sur chacune de ces périodes. Mais juste pour l'entreprise et pour le grand public, c'est les RH qui doit compter, c'est le salarié qui compte ses heures. Non, parce que quand il y a conflit, la personne dit, attendez, moi je suis resté jusqu'à 20h, vous m'avez réglé que sur 37. Bon, bref, ça pinaille. Comment on fait là ? C'est exactement ça le nœud du problème. Quand on
on a une contestation, quand on a un contentieux... Ce qui arrive souvent. Oui, c'est la principale source de revendication des salariés aujourd'hui que les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été encadrées par le barème Macron. Les salariés demandent des indemnisations complémentaires par les heures supplémentaires en disant « Regardez, j'ai travaillé de telle heure à telle heure ». Et comment ils le prouvent? Souvent, on le voit dans les contentieux, ils nous fournissent le premier mail qu'ils envoient le matin, parfois avant d'accompagner les enfants à l'école, et ensuite le dernier mail qu'ils envoient après s'être couché. Et ils disent mon amplitude horaire, c'était 6h30, 23h30. Évidemment, l'employeur, de son côté, dit mais non, c'est pas des heures que tu as faites, c'est pas des heures qui ont été demandées, que je t'ai demandé de faire. C'est toi qui t'es organisé pour, à ton réveil, dire au fait, j'arriverai à la réunion à 9h30. Et le salarié répond, attendez, c'est pour les besoins du service. Exactement, c'est pour l'organisation, etc. Donc les prétoires quotidiennement voient ce genre de situation apparaître. Il faut revenir à la base du Code du travail et de la réglementation. Une heure supplémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une heure qui est demandée par l'employeur, normalement, à son salarié pour finir quelque chose qui n'a pas pu être fait pendant la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail. Ça, c'est intéressant. Et donc, la preuve repose sur l'employeur. C'est-à-dire l'employeur doit avoir écrit quelque chose, demander au salarié de partir à 19h le lundi et dire, voilà, les heures supplémentaires que tu as faites, bien évidemment, je te les rémunère. Vous savez pertinemment, Étienne Pujol, avocat, que le RH ou le manager n'envoie pas un mail à chacun de ses salariés pour lui dire « je te propose de travailler de 17 à 19 ». Bien sûr. Ça n'existe pas. Dans le vrai monde, ça n'existe pas. Alors, dans le travail posté, ça existe parce qu'il y a une badgeuse. Oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, là, c'est fixé. Voilà, il y a des temps de pause qui sont décomptés. Encore une fois, le temps de travail, on parle de temps de travail effectif. Donc, le temps de pause, le temps de déjeuner, etc., ce n'est pas du temps de travail effectif. En revanche, effectivement, la zone grise, la zone floue, celle sur laquelle il va y avoir un contentieux, c'est quand le manager, et notamment on le voit depuis 2 ans bientôt sur l'aspect télétravail, c'est quand est-ce qu'il a commencé à travailler le matin, quand est-ce qu'il a fini de travailler l'après-midi, et quelle pause il a prise. Parce que même si on dit souvent que le télétravail n'est pas un mode de garde des enfants, il est bien évident que quand on télétravaille, on fait des pauses pour lancer la machine, pour faire ci, faire ça, faire le reste. Et donc ces temps de pause, normalement, devraient être déduits. Or, comme on n'est pas physiquement sur place en tant que manager au domicile du salarié, on n'a pas la possibilité de savoir quel est le temps de pause qui a été pris. Donc ça veut dire que ça complexifie les contentieux, là. Carrément. Et alors, la cerise sur le gâteau par rapport à ça, c'est quand vous avez une convention de forfait jour, on en a parlé ici, qui est reconnue comme non valable. Dans ce cas-là, le forfait jour n'étant pas valable, il y a supposition que la durée du travail devait être 35 heures. Évidemment, comme le cadre était en forfait jour, il a travaillé beaucoup plus que 35 heures. Donc l'entreprise, là, évidemment, va faire un gros chèque. Eh bien, elle va être contrainte de démontrer qu'en fait, le salarié n'a pas fait plus que 35 heures. Et évidemment, toute la problématique du cadre en forfait jour, c'est qu'il n'a pas compté le temps de début et de fin. Juste un petit mot, parce que vous évoquiez le fameux mail qu'on envoie à 7h35 ou 7h40 devant son café. On peut le faire valoir, ce mail, en montrant la véracité, parce que parlons-nous franchement, il peut y avoir des collaborateurs, et vous le savez parfaitement, qui envoient exprès le mail à 7h35 et qui, à 23h15, après le brossage de dents, envoient le mail. Eh oui. Donc, comment on fait là? Évidemment, les salariés le font valoir. Et tout le travail de l'avocat de l'entreprise... De mauvaise foi, parfois. Souvent de mauvaise foi, ou alors utilisent cette fonction de décalage de l'envoi du mail. Oui. Ça existe, ça aussi, sur Outlook. Et donc, tout le travail de l'avocat de l'entreprise a consisté à dire c'était pas quelque chose qui était demandé à cette heure-là par l'employeur. C'est lui qui, de sa propre initiative, l'a envoyé. Et je dois dire que les conseillers prud'hommes, qui sont des représentants d'employeurs et de salariés, sont de moins en moins dupes de ce genre d'arguments soulevés par les salariés. Évidemment, puisque vous évoquiez les barèmes Macron, manière de contourner et d'augmenter un petit peu le chèque qu'on demande à l'employeur. Les indemnités. Parlons un peu argent. Est-ce qu'il y a des limites à ces heures supplémentaires? Oui, alors c'est très important. Et combien elles nous rapportent? Voilà, alors il y a plusieurs points qui sont très importants. La première, et je voudrais vraiment insister là-dessus auprès de vos téléspectateurs, c'est notamment ceux qui travaillent en lien avec les RH ou avec la paye, c'est vraiment de faire figurer, de vérifier que figure sur le bulletin de paye chaque heure supplémentaire qui a été réalisée et qui n'a pas été compensée. Parce que donc c'est une ligne en dessous des heures. Voilà, il y a salaire de base, 51,67 égale X euros, et puis heures supplémentaires majorées. Parce que les heures supplémentaires, d'une part, il y a des limites dans leur réalisation. On sait, par les directives communautaires, c'est limité à 48 heures hebdomadaires. Alors on peut y déroger dans des circonstances exceptionnelles jusqu'à 60 heures en cas de travaux vraiment urgents ou de manifestations exceptionnelles. Mais la barre haute
haute, c'est sur une semaine, pas plus de 48 heures, et en moyenne sur 12 semaines, pas plus de 44 heures. Et il y a le deuxième aspect qui est leur rémunération, donc, et donc ces heures supplémentaires, dont toute heure réalisée au-delà de 35 heures doit être majorée. C'est-à-dire, il y a le taux de base de la rémunération, c'est 25% jusqu'à la 44e heure, et 43e heure, pardon, et au-delà, c'est 50%. Et par accord d'entreprise, il est possible de baisser cette rémunération. Donc là aussi, il y a souvent des négociations. C'est compliqué, hein, Étienne, quand même. Il y a le texte de base et ensuite il y a ce qui a été négocié dans l'entreprise, ce qui n'est peut-être pas tout à fait... Exactement. Ça va toujours à la hausse ou ça peut être à la baisse? Ça va souvent à la baisse. On est d'accord, ça va souvent à la baisse, mais c'est du donnant-donnant, parce que comme c'est un accord d'entreprise, les partenaires sociaux ne lâchent rien sans contrepartie. Donc souvent, c'est agrémenté de contrepartie. Mais voilà, le principe, c'est vraiment une rémunération supplémentaire. Et encore une fois, je me permets d'insister, bien la faire figurer sur le bulletin de paye. Juste, il y a eu des débats autour des heures supplémentaires et au-delà de ça, sur les heures travaillées le week-end. Il y a un débat sur la grande distribution, on ouvre le dimanche ou pas. Quand on travaille le dimanche, ce sont des heures supplémentaires payées double. Comment ça marche, ça? Alors, le travail du dimanche a une réglementation spécifique qui n'est pas forcément liée aux heures supplémentaires, parce que c'est un mode d'organisation de la durée du travail. De même qu'on peut travailler par cycle, et ça, on pourra faire une thématique sur les accords de modulation du temps de travail sur l'année, puisqu'on peut faire moduler en fonction des besoins et du caractère cyclique de la production. Par exemple. Exactement. Et donc voilà, donc le travail du dimanche est une modalité particulière d'organisation du travail qui est rémunérée. Ça dépend si sur la semaine, on est plus ou moins de 35 heures et si l'accord qui met en place le travail du dimanche prévoit des majorations, parfois pour inciter les salariés à venir travailler le dimanche, notamment dans la grande distribution. Donc vous nous dites prévoit des majorations, ça veut dire que si l'entreprise ne le prévoit pas, on peut travailler le dimanche sans avoir d'heures supplémentaires majorées. Oui, tant qu'on ne dépasse pas les 35 heures. Parce qu'on travaille le dimanche à la place d'un mardi, mercredi. Mais le dimanche n'étant pas sanctuarisé comme un jour particulier dans ce cas de figure précis. Juste avant de nous quitter, vous êtes confronté à des conflits liés justement à ce contexte télétravail où des salariés commencent, puisque là on commence, j'imagine, à avoir un peu de jurisprudence, commencent à négocier serré sur les heures supplémentaires et les heures travaillées pendant ce confinement. Beaucoup notamment en termes d'organisation du travail, puisqu'on le voit, le télétravail subi a été source de souffrance pour beaucoup de salariés. Et les négociations qui tournent aujourd'hui autour du télétravail permettent d'appréhender une mode de flexibilisation de la relation de travail qui est assez inédite. J'avais la semaine dernière un client qui me disait que son salarié, un programmeur en l'occurrence, voulait négocier de ne pas télétravailler le matin au motif qu'il avait des engagements personnels qu'il voulait assumer, mais qu'il était d'accord pour travailler en revanche à partir de 13h jusqu'à 22h. D'accord. Et ça s'est soldé comment L'employeur a refusé et le salarié est parti. D'accord, donc ça c'est mal. Sa vie personnelle était mise au devant. Ouais. Alors, le marché des programmeurs est quand même très tendu, donc il a retrouvé du travail très rapidement. Évidemment. Pas pour lui. Mais voilà, mon client a perdu son talent au motif d'une absence de flexibilité dans son état d'esprit sur la relation de travail. Merci Étienne Pujol, je vous libère. Vous avez des activités qui vous attendent en dehors des studios. Cabinet Berilo, vous êtes avocat évidemment. Merci de nous éclairer chaque semaine sur ces sujets qui sont du quotidien des salariés, mais aussi des employeurs. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause, on s'intéresse à un livre. Bah oui, comment on fait pour décider? Ça, c'est un débat philosophique pour tous les citoyens, mais c'est encore plus compliqué quand on est un chef d'entreprise, un décideur. Comment prendre la bonne décision? On en parle avec Philippe Zilberzan. Il est professeur à l'EM Lyon Business School et il a écrit un livre, Bienvenue en incertitude. Bah, c'est pas rassurant, on en parle avec lui. Le grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Philippe Zilberzan, professeur à l'EM Lyon Business School. Bonjour Philippe. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes venu à plusieurs reprises sur notre plateau pour des débats, mais aussi pour présenter vos livres. Vous écrivez beaucoup. Votre dernier livre, Bienvenue en incertitude, avec un point d'exclamation, survivre et prospérer dans un monde de surprises, chez Diathéno. C'est un livre foisonnant, riche, avec beaucoup de références, de réflexions. Je m'excuse de vous la poser comme ça, cette question, parce qu'il faut qu'on se parle vraiment. Vous êtes professeur de management à l'EM Lyon, et en même temps, quand on lit ce livre, on se dit, mais finalement, ça sert à quoi d'être manager, puisque on a les yeux bandés, on ne peut pas vraiment décider, le monde est incertain.
Comment on fait là pour régler avec vous-même d'ailleurs ce débat qui doit, j'imagine, vous traverser? C'est la question fondamentale. On a l'impression effectivement que face à l'incertitude, on ne peut rien décider. Alors pourquoi ? Parce que le management, très majoritairement, a été construit sur un paradigme, pour employer un mot à la mode, qui est que pour contrôler l'avenir, il faut prédire. Et tout le management est basé sur l'idée qu'il faut absolument prédire. C'est Descartes, ça, vous le citez beaucoup. Voilà, alors il y a Descartes, mais il y a aussi l'idée du positivisme. Et le management est entièrement basé sur l'idée que tout commence par une prédiction. On fixe des objectifs clairs et on va faire des prédictions et ça donne des business plans et des choses comme ça. Mais quand même, vous avez des étudiants face à vous, donc vous êtes obligé de leur apporter quand même quelques piliers, quelques bases sur lesquelles ils vont pouvoir bâtir eux-mêmes ensuite dans leur vie professionnelle des choses. Et je vous vois assez rieur finalement quand je vous pose la question, parce qu'on est quand même sur du sable chaque fois qu'on marche et qu'on crée son entreprise, qu'on décide. Ouais. Alors, je défends l'idée effectivement que c'est pas parce qu'on n'est pas capable de prédire qu'on ne peut pas avancer et qu'on n'avance pas sur du sable. Vous le dites. C'est vraiment l'idée. Alors, encore une fois, la majorité de l'enseignement est sur cette notion de prédiction. Or, moi, je défends l'idée que si vous créez vous-même par petites étapes votre futur, vous n'avez plus besoin de prédire. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, c'est vraiment d'un changement de posture par rapport au futur. On prédit plus. Mais on construit soi-même une partie du futur. C'est pour ça que ce livre n'est pas un livre, je le précise, un livre que d'écho ou écrit par un prof. C'est un livre assez riche sur le plan de sa découverte, de la largesse de sa réflexion. Je trouve que vous dites aussi quand même dans ce livre qu'on est dans un monde de rationalité. Et finalement, les managers ont des certitudes un peu agaçantes finalement, parce qu'on se trompe beaucoup. Et les managers se trompent beaucoup. Il faut qu'ils changent quoi ? D'attitude, de posture, de regard sur le monde ? Alors effectivement, ça c'est un sujet très important. L'effet de l'incertitude, c'est de remettre en question nos certitudes. Le télétravail, par exemple, pendant très longtemps, le télétravail était conçu comme un avantage en nature. Et puis aujourd'hui, on voit que le télétravail est une composante essentielle de la façon dont on repense le travail. Et donc, ce à quoi nous amène l'incertitude, et ça, c'est pour moi l'enjeu du changement managérial qu'il doit y avoir, c'est qu'on doit prendre l'habitude de remettre en question ce qui nous semble être des évidences, parce que c'est à ça que nous amène l'incertitude. Les impossibles deviennent possibles ou vice-versa. Et donc aujourd'hui, un manager qui ne prend pas l'habitude de questionner ses croyances et ce qu'il voit comme des évidences, là, pour le coup, va se retrouver avec des surprises qui peuvent être assez dangereuses. Alors, vous citez beaucoup d'exemples très concrets, l'entreprise Intel, beaucoup de très grosses entreprises qui, pour certaines, ont fait de mauvais choix, d'autres ont fait le bon. Je pense à Intel qui a réussi y a quand même quelque chose, presque, j'allais dire, de l'ésotérisme dans ce livre. Il y a quand même l'idée que, alors vous dites, cessez de prédire l'avenir, créez-le, vous l'avez évoqué, mais il y a quelque chose comme ça d'un peu évanescent, d'un peu invisible. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui n'est pas bâti sur, comme vous le dites beaucoup, sur des tableaux Excel, puisqu'on va arriver au débat entre le risque et l'incertitude. Ce n'est pas du tout pareil. Il y a un peu d'ésotérisme dans tout ça, non ? Alors moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, dès lors qu'on accepte que le futur n'est pas encore écrit, qu'il n'y a pas un espèce de déterminisme, c'est très intéressant parce qu'au fond, l'incertitude, le fait que le futur ne soit pas écrit, c'est ce qui permet l'action humaine. Donc, il y a un des auteurs très importants sur la notion de risque qui dit l'incertitude, c'est la liberté. C'est-à-dire que ça permet l'action humaine créative et donc c'est tout le champ de l'entrepreneuriat, de l'innovation, mais aussi de l'art, de la science. Donc, c'est une très bonne nouvelle, l'incertitude. Alors, elle a des aspects négatifs. Vous le dites à ceux qui nous regardent parce que certains chefs d'entreprise, quand ils sont dans l'incertitude, vous le savez, vous avez été chef d'entreprise, sont dans un niveau d'angoisse et de stress total. Oui. Et c'est légitime. Il y a effectivement un aspect négatif. C'est pour ça que le titre, enfin le sous-titre en l'occurrence, c'est survivre et prospérer. Donc on a un aspect qui est, on doit se protéger de certains aspects de l'incertitude. On ne sait pas si nos clients vont choisir nos produits, etc. Puis on le voit avec la Covid, bien sûr. Donc ça, c'est tout l'aspect un peu négatif. On a du mal à se projeter. Mais l'idée que je défends, c'est qu'on peut aussi prospérer sur ça. C'est-à-dire, on ne contrôle pas ce qui se passe, mais on contrôle ce que l'on peut faire à partir de ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, vous citez, ça c'est la 4e de couve, pour être précis, tous les événements de Fukushima, enfin tout ce qui nous est arrivé depuis 10 ans. L'accélération de l'incertitude est encore plus forte. Comment vous expliquez qu'il y a un siècle,
on n'aurait peut-être pas eu le même débat sur cette question de l'incertitude. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est encore plus incertain? Alors ça, c'est un vrai débat. Il y a des gens qui disent il l'est plus, il l'est pas plus. Oui, je pense qu'il l'est plus. D'abord parce qu'on continue d'avoir... Alors, on a souvent l'image d'un monde qui est à peu près tout inventé. Au contraire, je crois qu'on est en plein dans une incroyable révolution scientifique et technologique qui apporte son lot de nouveautés et donc qui perturbe. On l'a vu avec le vaccin, mais il y a plein d'autres exemples, les nouvelles énergies, etc. Donc l'incertitude, elle est aussi nourrie de ce changement technologique, mais aussi social. Les gens sont plus connectés, plus éduqués. Et aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il prend une décision, avant c'était basé sur quelques paramètres. Aujourd'hui, il y a des dizaines de paramètres qui fait qu'une décision que vous prenez en France peut vous revenir à la figure parce qu'à Singapour ou en Afrique ou etc., l'un de vos employés a dit quelque chose, etc. Donc tout est plus connecté et donc la possibilité qu'il y ait des courts-circuits en quelque sorte est beaucoup plus importante. Oui, j'allais y venir. Il y a quand même la révolution numérique dans laquelle nous sommes qui a percuter des entreprises de plein fouet. Vous évoquiez évidemment la connexion, les risques de déstabilisation, l'accélération aussi liée au numérique. Tout ça génère quand même, et on le voit d'ailleurs chez les citoyens, indépendamment des... Ils disent, le numérique crée chez moi de l'angoisse. On a des chercheurs qui disent aujourd'hui, attention, prenez du recul, laissez vos téléphones, arrêtez les tablettes. Là, le numérique est venu percuter l'entreprise. Oui, voilà. Et donc, effectivement, il percute l'entreprise, il rajoute une dose d'incertitude, il rajoute aussi le danger du côté immédiat, parce qu'on peut agir sur une information qui peut se révéler fausse plus tard. Donc, le côté de surréaction, alors qui a été très étudié dans l'art militaire, notamment. Le paradoxe, c'est qu'on ne prend pas de meilleures décisions quand on est un peu mieux informé. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Vous le dites. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce que l'information, elle a trait au passé, alors que ce qui nous intéresse dans la décision... C'est devant. Voilà, c'est devant. Or, devant, en incertitude, il ne s'est pas encore passé de choses, donc l'information n'existe pas. C'est tout le paradoxe. Vous faites référence à un livre écrit il y a 101 ans maintenant par Nietzsche, Frank Nietzsche. Alors vous précisez bien dans une note qui n'est pas contenue dans le livre, mais que le livre n'est pas facile à lire. Attendez, c'est pas un livre de plage, mais c'est un livre qui fait référence justement à... qui donne la définition de l'incertitude déjà, et qui distingue risque et incertitude. Et vous dites c'est formidable parce qu'en fait il a bâti cette idée. C'est quoi la différence entre un risque et une incertitude? Parce que c'est subtil. C'est subtil et c'est très important. Alors, et ça a des conséquences très concrètes pour le management. Le risque, en gros, c'est lié à des événements répétés. Typiquement, vol de voiture, on est capable d'avoir un historique, malheureusement. Par marque. Par marque, par endroit, on sait quelle voiture a été volée, dans quel endroit, etc. Et donc, on va, si on est assureur notamment, compiler des statistiques. Et donc, si on sait qu'une Mercedes a 1% de chance de se faire voler, enfin, 1% des Mercedes ont été volés l'année dernière, ça fait que 1% des Mercedes sont... Voilà, et ça nous permet de faire une projection. Donc là, on est dans un domaine du risque, c'est-à-dire des événements répétés à l'identique pour lesquels on est capable d'avoir des historiques. L'incertitude, elle concerne des événements inédits qui ne se sont jamais produits à l'identique. Covid-19, c'est le cas. Alors, il y a eu des épidémies, mais elles étaient très différentes. Donc, on peut apprendre un peu d'événements similaires, mais on est toujours dans une large part d'inédits. Vous vous amusez dans le livre aussi à expliquer quand même que tous ces prédicateurs, en fait, se trompent souvent. Je l'avais bien dit, je vous l'avais dit. Enfin, globalement, c'est quand même des événements. Je pense à Fukushima, je pense au Covid, je pense globalement où personne ne pouvait dire, moi je vous l'avais dit, c'est pas possible. Voilà, alors il faut être honnête. Et bien sûr, voilà, on est, alors j'en lise quelques-uns dans le livre, mais on pourrait y passer des pages et des pages et des pages. Moi j'ai un petit hobby qui est que je garde toutes les prédictions sur lesquelles je tombe, qui étaient fantaisistes. J'en ai moi-même fait qui se sont révélées fausses. Oui, on est tous des prédicateurs un jour ou l'autre. On en fait tous toute la journée, parce que l'avenir n'est pas encore écrit. Et donc par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'innovation technologique, la plupart des grandes innovations n'ont absolument pas été prédites ou anticipées. Quand elles sont arrivées, on pouvait les trouver ridicules. Et donc, effectivement, l'incertitude, c'est un peu le cimetière des prédictions. Alors, de temps en temps, il y en a un qui est un peu par chance parce qu'il y a des milliards de prédictions qui sont faites chaque jour. Donc, après coup, on trouve toujours quelqu'un qui l'avait dit. Et on dit « Ah oui, mais quel est son secret ?» La réalité, c'est que quand on se replace en situation, notre capacité à prédire le futur, en particulier pour des événements importants, elle est très faible, voire nulle. Donc, une différence nette entre le risque et l'incertitude. Le risque, c'est quand on a des statistiques, des chiffres et qu'on peut, entre guillemets, faire des projections mathématiques. L'incertitude, on ne peut rien faire. Nous voilà donc repartis au milieu de notre échange à quand même cette angoisse existentielle. Vous nous dites professeur de management, bon bah écoutez, vous avez bien compris, il y a les risques, là vous avez des chiffres, pas de sujet. Il y a de l'incertitude et vous ne pouvez pas faire grand-chose.
vous nous créez une sorte d'angoisse abyssale, là. Alors, quand je dis vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est pas exactement ça. Vous ne pouvez pas prédire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'on peut agir en incertitude sans avoir besoin de prédire. Et là, c'est en fait tout le champ entrepreneurial. Quand on regarde la façon dont les entrepreneurs, au sens le plus large, j'inclus des activistes sociaux, des innovateurs, voire des scientifiques, quand on regarde la démarche entrepreneuriale, ce sont des gens qui construisent le futur sans le prédire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils seront dans 10 ans, et pour autant, ils agissent dans le présent, étape par étape. Donc, attention, oui, l'idée que je défends, c'est qu'on ne peut pas prédire, mais ça n'empêche pas d'agir. Donc, a priori, moins d'angoisse existentielle, parce que en agissant dans le quotidien, en avançant étape par étape, on est au fond en contrôle de ce que l'on fait. Et normalement, si on est en contrôle, l'angoisse existentielle... Elle redescend. Vous évoquez quand même beaucoup les gens qui entourent les décideurs. Vous parlez de Kennedy, qui s'entoure des meilleurs. Et c'est pas le seul, d'ailleurs. Une bonne décision, dans un monde incertain, elle se prend comment ? Comment on organise cette prise de décision ? Parce que vous dites, je pense à l'exemple d'Intel, évidemment l'informatique, qui est en haut de gamme et qui est en train de se faire prendre des parts de marché par le bas de gamme, et qui décide avec Celeron de passer en moyenne gamme. Il y a bien à un moment donné, à un instant T, quelqu'un qui a dit il faut le faire. Oui. C'est quoi le contexte de ce type de décision ? En l'occurrence, celle-ci, elle est bonne parce qu'elle va sauver Intel, qui existe toujours. Ouais. Alors, l'un des enjeux, effectivement, c'est que face à l'incertitude, on vient d'en parler, le calcul fonctionne mal, puisqu'on ne peut pas se projeter Donc c'est du cérébral. C'est ce que, encore une fois, l'auteur que vous citiez tout à l'heure, Frank Knight, appelle le jugement. Alors, là, vous allez évidemment me soupçonner d'ésotérisme. Voilà, vous voyez que on y arrive. Voilà, mais je vais me défendre. Le jugement, c'est une appréciation circonstanciée et subjective. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le domaine de l'entrepreneuriat au sens large. C'est que, en fonction des informations que j'ai, je vais prendre cette décision. Alors, après, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui est effectivement les conseillers. Et là, beaucoup de travaux montrent, et Kennedy est un très bon exemple, il a commencé, pourquoi c'est un bon exemple ? Parce qu'il a commencé par faire une erreur majeure qui est la baie des cochons, bien sûr. Et après il a beaucoup appris, et il a notamment compris que face à l'incertitude, la décision est un processus. C'est pas un moment comme ça où le super-héros va avoir un éclair de génie. C'est de comprendre que ces situations sont évolutives, on le voit avec l'épidémie, et le décideur doit, au fond, avoir ce que moi j'appelle une conversation avec la situation, et donc faire intervenir des gens pour apprécier au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de formule magique, ça c'est un peu effectivement le défaut de l'incertitude, mais il y a encore une fois tout le domaine de la créativité humaine où on va construire des actions pour, au fond, alors on peut appeler ça de l'expérimentation, du test, etc. On fait quelque chose, on voit si ça marche, et encore une fois, on retrouve le domaine assez large de l'entrepreneuriat qui tire parti et qui prospère dans cette incertitude. Donc c'est toute la magie de l'entrepreneur, c'est-à-dire cette espèce de, je retire le mot ésotérique, mais l'espèce de rapport un peu invisible qu'il a avec les choses, avec ce qui l'entoure et des choix qu'il fera et qui vont être décisifs positivement ou négativement. Exactement. C'est ce qui fait le sel de ce métier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'il n'y a pas de magie parce qu'en fait, quand on regarde comment les entrepreneurs font en incertitude pour créer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles organisations, il y a des principes de base, alors qui sont regroupés sous un terme qui s'appelle l'effectuation. 5 principes de base qui sont faire avec ce qu'on a sous la main plutôt que de rêver à ce qu'on aimerait avoir, co-construire avec les autres, ça va être très important. De plus en plus. De plus en plus. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mon client ne le sait pas non plus, parce qu'il n'est pas plus prédictible que moi. Eh bien, on va se mettre tous les deux d'accord pour avancer d'une case ensemble. Vous voyez, c'est ça, cette notion de contrôle. C'est je suis capable de contrôler ma prochaine étape, et puis après, je recommence, peut-être avec une troisième personne, etc. Donc, l'entrepreneur est un peu le symbole de cette action en incertitude. Et quand on regarde comment il fonctionne, il ou elle s'appuie sur 5 principes qui sont bien décrits, qui sont des principes d'action en incertitude. Dans le fameux livre de Frank Knight, il y a quand même l'idée, d'un côté, certains disent, tout ça, ces décisions prises dans l'incertitude, Marx dit, c'est parce qu'en fait, l'entrepreneur a gagné beaucoup d'argent et va dégager des heures en plus dont il va tirer profit, ça c'est Marx, mais Knight dit finalement, de cette incertitude et de ces prises de décision va naître le profit. Voilà. Donc ce sont des choix, pour rentrer un peu dans le concret, qui sont déterminants, parce que Absolument. Non seulement ça fait vivre l'entrepreneur, mais ça génère du profit. Exactement. Ou ça fait couler la boîte. Exactement. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, effectivement, c'est que d'abord, effectivement, il travaille sur la différence entre le risque et l'incertitude, mais surtout, il dit que l'incertitude explique l'origine du profit. Alors,
On sait tous que l'origine du profit, c'est quelque chose qu'a travaillé les économistes depuis très longtemps. Alors Marx dit le profit, c'est le vol du capitaliste sur le travail qui est rémunéré. Et Frank Knight dit pas du tout. En fait, le profit, c'est la rémunération du jugement de l'entrepreneur face à l'incertitude. C'est-à-dire que l'entrepreneur construit son entreprise, paye les salariés, les fournisseurs au prix de leur travail. Et sera rémunéré sur l'intelligence qu'il a mis. Et ce qui reste, s'il reste quelque chose, eh bien c'est la rémunération effectivement de son jugement face à l'incertitude. Et donc il bâtit une nouvelle théorie du profit qui est, je pense, un des fondements. Alors on souscrit ou pas, mais en tout cas c'est une contribution fondamentale à l'économie qui est d'expliquer l'origine du profit à partir de l'incertitude. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que ça ouvre une porte très nouvelle, parce qu'on a l'habitude de parler du profit sous le plan très économique, avec des économistes. Il y a quand même un sujet que vous soulevez, parce que dans ce monde incertain, il y a le numérique, il est partout. Il y a l'idée que les entreprises vivent et meurent plus rapidement, se concentrent aussi beaucoup, je pense notamment aux GAFA, avec cette idée qu'il n'en restera peut-être plus qu'une ou deux. Et puis, vous soulevez un autre sujet qui, moi, me semble assez important, qui est le wokisme. C'est-à-dire l'entreprise qui devient non plus qu'une entreprise générant du profit, mais qui devient un lieu de vie, un lieu de réflexion, un lieu de conflit, et qui peut détruire l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, il y a un danger ou pas ? Alors, je pense qu'il y a un danger et c'est très lié à l'incertitude. C'est-à-dire que dans un monde qui est effectivement très incertain, dans lequel la force de l'État diminue, on demande plus à l'entreprise. Et c'est presque un paradoxe, c'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise de jouer un rôle politique. C'est ça. Et puis, deuxièmement, un phénomène important, c'est que le domaine du politique qui était jusque-là extérieur à l'entreprise, qui était touché peut-être éventuellement par le syndicalisme, mais pas plus, l'entreprise devient un lieu où les questions politiques qui normalement sont du domaine de la cité vont dans le domaine du privé sur le lieu de travail. Alors, politique et sociétale d'ailleurs. Politique et sociétale, voire religieux. De couleur de peau, de racisme, d'égalité, homme-femme, qui sont des éléments qui peuvent... Parce que j'ai lu un papier, c'est dans votre livre, le patron d'Apple, qui se retrouve viré, là, il y a quelques mois, parce qu'il aurait écrit en 2016 un livre jugé par la communauté des lecteurs raciste. Voilà. Alors, c'est pas le patron, mais c'est un des dirigeants d'Apple qui vient d'être recruté et il est viré avec perte et fracas un mois après, parce qu'en 2016, donc effectivement 5 ans avant, il a écrit un livre qui est une espèce d'histoire de la Silicon Valley. C'est un livre assez ironique. C'est cash. Voilà, c'est assez cash. Dieu sait si la Silicon Valley peut s'y prêter, on le sait tous. Ouais. Mais bon, donc il a quelques remarques et il y a une phrase qui est sortie littéralement de son contexte. Vous savez que quand on sort une phrase de son contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut, et le truc va être un peu monté en épingle, et il sera viré un mois, je crois, après son arrivée chez Apple. Apple fait un communiqué, vous comprenez, vu la situation, la manière dont vous êtes, on ne peut pas vous garder. C'est-à-dire que l'entreprise plie le genou quand même. Alors, plie le genou, sachant que l'entreprise était parfaitement au courant qu'il avait écrit ce livre, donc c'était pas secret, c'était un livre, donc c'est pas... Et là, il y a quelque chose qui se développe effectivement beaucoup aujourd'hui dans ces situations très incertaines, c'est que on a les grands principes sur lesquels on a fonctionné historiquement, moi j'appelle ça les modèles mentaux, sont très affaiblis. Or, ces grands principes sont ce qui font le liant d'une société, soit d'une société, soit d'un collectif comme une entreprise. Et donc, dans ce contexte de fragilisation, eh bien, on est un peu à la merci de quelqu'un qui est un peu déterminé à imposer son propre modèle mental. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, mais aussi dans les entreprises. Mais au-delà de l'intérêt ou pas d'ailleurs de traiter de ce sujet sur l'égalité, sur ces questions de racisme, qui peuvent être des sujets gênants, ça met en péril l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que ça met en péril la bonne marche et le développement d'une entreprise? C'est-à-dire créant finalement des tensions humaines préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise? Oui, on le voit beaucoup, puisqu'il y a comme le politique envahit l'intérieur de l'organisation, comme on détermine qu'au fond tout est politique. Moi, j'avais une responsable d'une organisation qui me disait: Philippe, tout est politique. Ce qui est quand même un pas très dangereux. On sait que dans l'URSS, les échecs étaient politiques, les mathématiques sont politiques. Ce qui n'est pas totalement faux, finalement. Tout ce que l'on fait est un peu politique. Tout peut être politique, mais on sait aussi l'importance qu'il y a de préserver certains espaces de la politique. Et donc, les gens, effectivement, qui militent pour un rôle politique de l'organisation, je pense, jouent avec le feu.
parce que très souvent, ils militent en fait pour que certaines idées politiques soient mises en avant et pas d'autres. Et ça, c'est très dangereux. Avant de nous quitter, ce livre, vous le destinez à qui? À la jeune génération? Parce qu'hier, on parlait sur le plateau de la génération Z. Je pense à eux, mais je pense aussi à ceux qui sont un peu plus âgés. Ou vous le destinez à ces managers parfois un peu arrogants et un peu trop sourdeux. À qui vous leur offrez à qui vous l'avez destiné en écrivant? Parce que quand on écrit un livre, on pense à ses lecteurs. Alors, je crois que je le destine à ceux qui ont des certitudes. C'est ça, ça se sent. Voilà. Vous brisez la statue, quoi. Vous cassez la statue. Alors, bon, je suis pas violent, mais je crois que c'est Nietzsche qui a dit le plus grand ennemi de la vérité, c'est pas le mensonge, c'est la certitude. Ce qui nous menace aujourd'hui, dans les situations très évolutives qu'on a, ce sont les certitudes. Donc, j'invite effectivement le lecteur à prendre l'habitude de questionner ses certitudes. C'est difficile parce que des fois, elles sont tellement évidentes pour nous qu'on ne les voit pas du tout comme des certitudes. On dit, enfin, c'est évident. On a tous vécu, on dit quelque chose et la personne dit, enfin, c'est évident. C'est vrai. Et je réponds toujours, c'est évident pour toi aujourd'hui. Ça ne le sera peut-être pas toujours. Et peut-être pas dans un quart d'heure. Et peut-être pas dans un quart d'heure. Ça va tellement vite que c'est parfois dans le quart d'heure. Exactement. Donc, c'est une forme de réflexe, un peu comme on a tous appris à se laver les dents, et bien d'apprendre à questionner ces certitudes en disant, tiens, est-ce que c'est si évident que ça? Et je crois qu'on aurait beaucoup à gagner dans un monde très incertain à prendre cette habitude-là. On le range où, votre livre, sur l'étagère, dans un livre philo, dans les livres éco, parce que vous savez, les éditeurs, ils cherchent toujours à ranger vos livres. Et quand je lis votre livre, effectivement, il est très documenté, il a beaucoup de références, il est très intelligent. On se dit, mais c'est presque un livre de philosophie. Peut-être. Alors, moi, je regarde les classements sur Amazon. Alors, des fois, je suis dans crise, stratégie, et même dans un moment, j'étais dans religion. Oui, vous voyez que je parlais d'ésotérisme. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas. Je n'aime pas les cases, donc chacun le rangera dans la case qu'il souhaite. C'est avant tout un livre de management, mais en fait, la certitude, elle nous concerne tous, y compris au niveau individuel. On l'a bien vu ces 18 derniers mois, donc chacun en fera son miel. Non, mais je redis pour boucler notre entretien et notre échange qui est passionnant, c'est que vous êtes prof de management, mais en même temps, vous descendez un peu de la branche sur laquelle vous êtes assis depuis longtemps. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous ne validez pas finalement, parce qu'il est parfois critiqué le management, mais à juste titre, comme parfois étant une forme de pensée un peu bullshit, un peu prête à penser, quoi. Voilà, quand il devient ça, le management est dangereux. Or, le management aujourd'hui, c'est une technique fondamentale. On l'a vu aussi bien dans le domaine public avec les masques. Quand ça marche mal, on en voit les conséquences. Donc le management est très important dans notre société. Et donc quand il est mal fait, il faut le critiquer. C'est aussi notre job de prof de management. Tiens, avant de partir, ça va intéresser. Il nous reste très peu de temps, mais l'origine de Cantillon, j'ai adoré. Dites-nous, parce que on investit dans le présent, c'est ça? Oui. En rêvant finalement des bénéfices futurs. Donc on est finalement pas loin de Frank Nitt. C'est la même théorie en fait. Cantillon, donc économiste, dit que j'ai découvert. Voilà, tout homme est un spéculateur, c'est-à-dire que quand quelqu'un plante des graines au mois de septembre pour avoir une récolte au mois d'avril, il pense à... Évidemment, il investit aujourd'hui, donc de façon certaine, pour un gain hypothétique demain. Donc seul l'investissement est certain, le gain est très hypothétique. Et ça, c'est un peu l'action entrepreneuriale qui veut ça. Lisez ce livre, parce que voilà, son classement est compliqué. Je ne sais pas où vous le trouverez en librairie, le rayon religion, économie, marketing, management, enfin vous le trouverez. Philippe Zilberzan, bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises chez Diathéno. Il est sorti il y a quelques semaines, donc tout à fait disponible dans les meilleures librairies. Vous savez, c'est l'expression consacrée. Absolument. Merci Philippe d'être venu sur notre plateau. Vous reviendrez évidemment, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, parce que je sais que l'école tient beaucoup à l'acronyme complet. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va parler de... Là, on n'est pas dans l'incertitude, parce que ça, on le sait. On va parler de la réforme de l'assurance chômage, dont le dernier volet est entré en application il y a quelques jours maintenant. Et on va en parler avec Julien Morisson, parce que cela a des conséquences concrètes sur les cadres. Fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous revoir parce que vous venez régulièrement sur notre plateau. Oui. Fondateur du cabinet BIS, vous savez, mais vous êtes aussi cofondateur du cabinet Chasseurs de Jobs. Exactement. Attention de ne pas tomber évidemment sur le plateau. Vous avez choisi de nous parler de la réforme de l'assurance chômage. Alors on en a beaucoup parlé sur le plateau. Oui. La dernière étape, sa mise en application est arrivée il y a quelques jours. Oui.
déjà on ressent les effets de cette réforme sur les cadres. Exactement. Alors c'est un peu le serpent de mer, parce que cette réforme, on en parle depuis 2019, elle devait s'appliquer en 2020 et puis en 2021. Il y a un premier volet en 1er août et puis 1er décembre qui est arrivé là. En quoi on le voit? Alors, on sait qu'il y a en gros 2 mesures. La première, ça concerne le droit finalement de calcul du salaire journalier. Avant, c'était 1 an, et c'est important, c'était 1 an, et on calculait les périodes uniquement travaillées. Maintenant, c'est 2 ans, et on calcule les périodes travaillées et non travaillées. Donc, mécaniquement, le montant, il baisse. Ah oui. Et pour rouvrir les droits, maintenant, c'est plus 4 mois, mais c'est 6 mois. Ça veut dire que les missions de transition qu'acceptaient une partie des cadres, certains sont en train de se poser la question de la pertinence. Mais on va dire que la mesure phare, celle qui rentre vraiment et qui impacte clairement les cadres, c'est la dégressivité. Et la dégressivité, elle concerne finalement tout cadre qui a un salaire supérieur à 4 500 €, c'est après le salaire finalement médian. Alors pour ceux qui sont partis à compter du 1er août, on va dire que les premiers effets vont se sentir au 9e mois, et ceux qui sont partis là à compter du 1er décembre, les mesures, on va dire l'impact financier va se sentir à compter du 7e mois de chômage. Oui, sans compter que vous pouvez avoir une carence évidemment liée à des indemnités versées qui viennent repousser un peu plus, parfois de 6 mois, 7 mois, le versement officiel de l'allocation, parce qu'on ne la touche pas le premier jour, il faut quand même le dire. Exactement. Il y a ces carences, congés, ou qui peuvent être aussi liées à une transaction. Tout à fait. Si vous avez choisi de nous parler de cette question-là, c'est au-delà de l'aspect technique de cette loi, c'est que ça remet en question finalement l'envie de devenir cadre, de s'engager dans l'entreprise et de se dire, après tout, si c'est aussi compliqué, autant que je fasse autre chose et que je crée mon job, que je crée mon entreprise. Il y a de ça dans l'idée. Alors en fait, ce que ça met finalement en question cette loi, c'est que, les cadres sont aussi concernés clairement, et que la volonté du gouvernement, ça a été d'arrêter que les cadres attendent trop longtemps de refuser les offres d'emploi, parce qu'il était parfois plus confortable, si je puis dire ainsi, d'attendre au chômage plutôt que de prendre une offre d'emploi. Et donc on a déjà... vous pensez qu'il y avait cet esprit-là là-dessous? Ça, c'est pas peut-être, c'est sûr. Certain. Moi, j'ai échangé avec certains porteurs du projet, ça a été très clair. Alors, dans les études certaines, c'était de dire, plus on est senior, plus on a un salaire élevé, plus on attend. C'est vrai. Donc, on est en sécurité. On est en sécurité parce qu'on a, alors évidemment, s'il y a des cotisations, mais quand même. Donc, du coup, vous avez des gens qui, commencent à voir maintenant, finalement, que cette mesure elle est mise en place, parce qu'il n'y a pas une énorme communication. Donc, vous avez certains qui sont partis pensant qu'ils allaient passer entre les gouttes. C'est pas vrai. Donc, vous avez une première désillusion de gens qui se disent, si j'avais su, j'aurais négocié un montant. Ils faisaient des périodes d'essai rompues. Maintenant, là, donc pour le coup, ce n'est pas que quand on est licencié, c'est aussi des gens qui ont changé d'emploi, une période de décès, c'est 8 mois chez les cadres, donc renouvelés. Donc vous avez des gens qui ont changé d'emploi en juin, juillet, août, et dont la période d'essai est rompue à compter du 1er décembre, donc ils sont clairement impactés. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Il y a ce débat. Clairement, c'est quand même un vrai sujet pour le coup. Et si certains avaient su, moi j'ai un client très clairement, il n'aurait pas accepté de changer de job. Parce que là, il est concerné, il est parti, pas de bol, il est parti le 2 décembre. Donc il est impacté. Juste le lendemain de la mise en application de la loi. 25 000 €. Donc c'est très clair, je veux dire, sur la période concernée. Ce qui est quand même a des conséquences pour des pères de famille. Exactement, il y a 2 enfants, donc en l'occurrence, vous avez un impact qui est concret. Deuxième point, c'est de dire, et ça c'est un peu une des préconisations, attention à ne pas trop attendre lorsqu'on vous fait des propositions d'emploi en disant je vais attendre d'avoir le salaire que j'avais historiquement. Et puis, je vais laisser filer le temps. La volonté, elle a été de se dire, si on vous propose, après l'exemple de quelqu'un qui est à peu près à 7 500 €, mais c'est pour l'exemple, on vous propose un poste de 5 000 € net, vous avez peut-être 7 500 avant, mais acceptez-le, en tout cas réfléchissez-y ardemment, puisque 6 mois après, vous passerez à 3 500 €. Donc, ce qui est à faire, j'ai envie de dire, vaut mieux reprendre un job et vous repositionner dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et continuer à remonter un peu. Exactement, puis vous êtes plus sexy en poste, plutôt qu'attendre, parce qu'on s'aperçoit que finalement, chez les cadres, le taux de chômage, contrairement à la croyance qu'on peut avoir, il n'est pas neutre, il n'est pas nul, le taux de chômage chez les cadres. Une espèce de croyance, illusion, qui est de se dire, le taux de chômage chez les cadres, il est 4%, oui, catégorie A, mais quand on creuse, on est quand même à plus d'1,5 million de chômeurs chez les cadres. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est marginal. Et chez les seniors, parce qu'il y a un sujet aussi chez les seniors, parce qu'il y a cette idée à la fois de les faire sortir du chômage longue durée, puis peut-être vous dites, et ça c'est une information, qu'on essaie de les faire aussi bouger, de les faire passer d'un poste à un autre. Clairement. En fait, on se rend compte que donc on a déjà à peu près 500 000 personnes qui sont au chômage chez les cadres, et sur ces 500 000, après 100 000 de seniors. Donc, c'est pas la majorité, mais c'est une partie importante. Cette partie, elle augmente année en année. Alors, il y a plein de sujets. C'est-à-dire qu'en fait, cadre, finalement, ça ne veut plus tout dire et rien dire, puisqu'il y a plus de cadres que d'ouvriers, d'employés et de maîtrises. Donc, c'est quand même un vrai sujet, donc quand même un problème. Et deuxièmement, vous avez des cadres qui se posent la question de savoir quel est le sens donné à leur vie. Et avant, ce matelas était quand même un moyen de se dire, je vais avoir comme cette soupape. Et désormais, ils apprennent un peu amèrement que non, ça ne sera plus vraiment sur eux et qu'ils vont continuer quand même de payer des cotisations importantes. Donc le rapport au travail, le rapport à l'emploi et le rapport au chômage qu'il y avait jusqu'à présent en France va clairement changer en 2022 et c'est là les effets concrets financiers. Là, on a les effets psychologiques qui arrivent. Après, il y a les effets financiers. Et il y a les effets financiers qui vont arriver à compter du deuxième trimestre. Baisse de pouvoir d'achat.
clairement, baisse de pouvoir d'achat, et vraiment, pour certains, ils arrivent au RSA. Enfin, on en est rendu là quand même. Moi, j'ai des clients qui sont au RSA, qui avaient des salaires à 5 000, 6 000, 7 000, parce que soit ils ont trop attendu, et ils n'étaient même pas concernés par la Julien, réforme. vous nous parlez bien des clients chasseurs de jobs, c'est-à-dire des personnes que vous allez accompagner pour qu'ils puissent retrouver le job. Exactement. Et à travers les conseils que vous nous donnez ce matin, c'est aussi les conseils que vous donnez à vos clients. Ok, tu étais à 7 500, accepte à 5 000. Oui, c'est exact. Et tu n'auras pas l'impression... Tu ne te trahis pas en le faisant. Exactement. Il vaut mieux reprendre un poste et de se dire je revois plus tard, plutôt qu'attendre. Et c'est douloureux. Et j'en ai bien conscience parce que c'est pas la manière. Quand on donne des conseils, on a tendance à dire faut refaire un CV, un pitch. Enfin, à un moment donné, il faut revenir sur le marché. Et je sais que c'est difficile. Et je sais que c'est pas français. Coûte je sais que qu'il faut coûte, parler. il faut y aller. Mais il faut parler de critères concrets. Et le critère concret, c'est les compétences. Moi, on a une directrice communication qui appelle, qui connaît pas le digital et qui sait pas parler anglais. À un moment donné, il faut pas se faire plaisir. Elle retrouvera pas 140 000 €. Enfin. Faut être très clair. Donc vous êtes sur aussi l'idée que pour ces cadres qui vont être impactés, il faut le redire, par cette réforme, qui effectivement est aussi une réforme pour économiser, il y a une forme de volonté d'économiser, il y a aussi le principe de réalité. C'est de regarder la personne droit dans les yeux. Et c'est pas agréable à entendre. Pas du tout, parce que c'est pas ce qu'ils entendent, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit revenez sur vos valeurs, revenez sur vos émotions, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça c'est intéressant parce que c'est un peu le débat actuel. Tout à fait. Et finalement, en revenant sur ça, vous allez trouver l'employeur qui fait. Sauf que la réalité, je suis navré, mais elle n'est pas tout à fait comme ça. Alors vous pouvez créer votre activité naturellement, ça c'est encore autre chose. Mais la majorité des entreprises, elles appliquent des critères qui sont des critères stricts. On est encore sur les hard skills, on est encore sur les écoles, les choses évoluent, mais quand même de manière très doucement. Pas sur les hard skills, on n'est toujours pas sur les soft skills. Non, on peut. Alors ça arrive, mais c'est oui chez les plus jeunes, mais globalement chez les plus seniors et les plus experts, en réalité, il faut être conscient qu'il vaut mieux reprendre un poste. Certes, on va dire, et c'est ce qui explique pourquoi le taux de chômage d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Japon, il est bas. Mais il est bas parce qu'ils ont accepté des cuts de rémunération nettement inférieurs. Certains sont revenus à leur salaire quand ils étaient juniors chez les seniors. Ça veut dire que ça fait mécaniquement, ce phénomène de mouvement et de réforme, ça va faire baisser le niveau des salaires. Ça risque de faire... Alors, oui et non. Oui, ça va faire baisser le niveau des salaires, parce que si vous acceptez un poste à 5 000 ou de 7 000, oui, bien sûr, ça va faire baisser les salaires. Mais à contrario, si vous êtes dans une logique de marché, il y a aussi certains qui se tirent parfaitement leur épingle du jeu, parce qu'ils correspondent. On est dans du marché. Ouais, c'est du marché. Donc, ils vont parce que la compétence, parce que le secteur... Exactement. Ouais. Moi, j'étais avec quelqu'un hier qui est en RH, qui est dans un secteur pharmaceutique. Il s'avère que comme pharma, c'est assez rare, manifestement, et vous avez des gens qui disent, OK, si tu me donnes pas 10 000 de plus par an, parce que ton concurrent me donne 10 000, je pars. Et qu'à un moment donné, il me disait, on s'aligne. On est obligé, on s'aligne. On est sur une approche un peu à l'anglo-saxonne, on est sur du business, on a rapport au marché. Ok, derrière ça vaut 100 000, 120, 150, vous prenez ce qu'il y a. C'est un produit, le cadre d'être un produit, s'il est bien placé, s'il est attractif, il se positionne, il sait négocier. Et il aura le bon prix. Et il faut être plus actif. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que jusqu'à présent, on déléguait beaucoup encore à l'entreprise et qu'on a petit à petit des cadres qui sont plus actifs et conscients du marché. Et plus on est conscient du marché, plus on peut jouer avec les règles du jeu. Mais plus on attend, plus on subit, plus c'est difficile. Donc vous nous dites chez Chasseurs de Job, vous qui les accompagnez là, depuis quelques mois maintenant, la tendance, c'est quoi? C'est des personnes qui arrivent sur le marché un peu trop confiantes, à qui vous faites redescendre un tout petit peu. C'est quoi le... Alors, vous avez des gens qui, clairement, le chasseur n'accepte pas. Parce que le client vous dit non, moi j'étais à 120 000, je ne te renverrai pas à 120 000. Bah oui, mais dans 6 mois. Oui, mais justement. Dans 6 mois, tu seras à 80 000. C'est exactement. Oui, mais en attendant, il y a des chasseurs qui disent bah, dans ces cas-là, je ne prendrai pas. Alors là, c'est une vraie désillusion pour dire bah, désolé, je sais que le marché, moi, il n'est pas à ça. Je connais les chasseurs, je connais le secteur d'activité. C'est comme l'IMO en fait. Hein. C'est exactement. Moi, je la veux à 400 000 et l'agent lui dit bah non, parce que le marché est à 350. Mais c'est la même analogie. C'est la même analogie. C'est ça qui est passionnant dans Chasseurs de Job. C'est exactement le même concept. Et donc, c'est pour ça que cette réforme, on est au début, ça commence à stresser les cadres. D'ailleurs, certains nous appellent pour avoir des conseils parce que foncièrement, ça va jouer dans leur évolution de carrière. Très intéressant cette analogie entre les stratégies de l'IMO et les stratégies de l'emploi. Merci Julien Morisson d'être venu nous éclairer sur cette réforme qui peut faire mal. Lisez-la, intéressez-vous à ce texte, essayez de comprendre comment ça marche. Merci Julien. Vous êtes le fondateur de BI, le cabinet BI, et chasseur de job, on l'a compris, avec l'accompagnement de ces salariés qui vont chercher non pas un appart ou une maison, mais un job à leur pied. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Et puis portez-vous bien, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.